Gressivaudan, Radio Sud, Gressivaudan, l'info près de chez vous. Et comme annoncé depuis déjà quelques jours, il est avec nous, c'est Frédéric de Azevedo, président de l'intercommunalité Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Bonjour monsieur de Azevedo. Bonjour Frédéric. Bon, vous allez bien ce matin? Ça va, merci. Très Ça bien. va. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est avec un grand plaisir en tout cas. Vous êtes confiné en ce moment? Vous faites quoi? Quelle est votre activité? Oui, je suis plus que confiné parce que ma femme étant personnel soignant, elle est très occupée à l'hôpital de Romans en ce moment. Elle fait beaucoup plus d'heures d'ailleurs que d'habitude. Bah oui. Parce que depuis le début de l'épidémie, dans les hôpitaux, ils ont demandé aux personnes les plus vulnérables dans les personnels de se mettre en confinement. Donc, ils demandent aux personnes qui sont relativement en bonne santé de faire beaucoup plus d'heures. Donc, elle y passe beaucoup de temps et donc je suis en garde d'enfants. Mais je garde le contact notamment par télétravail. Avec mon travail à Crolles, je travaille dans une collectivité à Crolles et puis évidemment ici au sein de la mairie à Saint-André, au sein de la communauté de communes de Saint-Marcelin-Vercors-Isère. D'accord. Je suis un peu curieux, hein. Vous faites quoi exactement comme travail? Eh bien, en fait, je dirige une collectivité territoriale du côté de Crolles. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est Donc, votre emploi. Et puis, vous êtes également président de l'intercommunalité de Saint-Marcelin-Vercors-Isère Communauté. Ça doit faire, en ce moment, depuis le début de confinement, vous devez, je pense, ne plus compter vos heures là, de réunions. Alors, des réunions, des visios, hein. Des visios, comment on peut le présenter? Et alors, en fait, on fait beaucoup d'audioconférences. C'est, comment dire, c'est un mode de travail qui est assez bouleversant parce que, ça prend beaucoup plus de temps. La plupart des informations circulent via le net, donc il faut prendre le temps d'en prendre connaissance, il faut pouvoir y répondre. Ça demande beaucoup plus de temps de répondre à l'écrit par Internet que d'y répondre en direct. Et puis, c'est assez frustrant parce que finalement, parfois, on est en contact avec des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas à quoi ils ressemblent, donc c'est assez frustrant. Voilà. Mais effectivement, on fait des audiocconférences avec beaucoup d'institutions, notamment avec le préfet de l'Isère. Toutes les semaines, j'ai une audioconférence avec le préfet de l'Isère le mardi après-midi pour faire remonter les différentes difficultés auxquelles sont confrontés eh bien les acteurs du territoire, que ce soit les entreprises, que ce soit les médecins, que ce soit l'hôpital de Saint-Marcelin. On s'est dans un premier temps beaucoup concentré sur les aspects sanitaires. Donc j'ai été en contact régulier avec notamment eh bien les représentants des médecins de ville et des professions libérales médico-sociales du territoire. Et puis petit à petit, là, ces derniers temps, les préoccupations sanitaires laissent place un peu aux préoccupations qui sont liées à l'appréhension que nous avons tous les uns et les autres, à la fois les élus locaux, mais également les habitants, eh bien du déconfinement qui se profile le 11 mai. Alors, vous en pensez quoi, vous? À titre vraiment personnel, hein, je ne m'adresse pas au président de l'intercommunalité, je m'adresse à monsieur de Azevedo. Vous en pensez quoi, vous, de cette reprise éventuelle autour du 11 mai? C'est un sujet délicat que de me demander de réfléchir uniquement comme habitant, parce que forcément, comme je suis dans la peau d'un élu local depuis le début de cette crise, je ne sais pas si j'ai déjà réfléchi comme ça. En tout cas, autour de moi, mes amis, ma femme, comme père de famille. Comme père de famille. Alors, comme père de famille, moi, évidemment, je suis inquiet parce que aujourd'hui, on n'a aucune information quant aux modalités pratiques de retour, notamment à l'école. On ne sait pas dans quelle mesure les différentes instances décisionnelles vont être en capacité de protéger nos enfants. Et puis, on a très peu d'informations de la part des institutions et notamment des maires. Vous n'avez pas de retour des maires du Sud Grésivaudan, vous voulez dire? Alors, non, là je me positionnais comme père de famille. Ah, alors, si on n'a pas beaucoup de retours de la part des maires, c'est parce que les maires eux-mêmes n'ont pas beaucoup de retours de la part de l'État. D'accord, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est tous suspendus aux lèvres du Premier ministre, qui devrait présenter d'ailleurs son plan de déconfinement demain à l'Assemblée nationale, je crois, pour savoir comment est-ce qu'il va falloir, avec les directeurs d'école, s'organiser pour pouvoir accueillir dès le 11 mai les enfants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous n'avons aucune information. Encore la semaine dernière, lors de mon point avec le préfet, évidemment, et au nom de tous les maires de la communauté de communes, j'ai posé la question au préfet. Et le préfet, comme d'ailleurs la plupart des représentants de l'État aujourd'hui, attendent avec impatience des informations sur les modalités pratiques de mise en œuvre. Ce qui est certain, c'est que, et ça on l'a partagé avec les différents collègues du territoire, si on considère que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions,
nous ne le ferons pas. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer que toutes les tranches horaires puissent être proposées dans de bonnes conditions de protection sanitaire vis-à-vis de nos enfants. Il s'agit à la fois d'organiser avec le directeur d'école les heures de classe. Il s'agit au préalable d'organiser correctement le transport scolaire. Aujourd'hui, respecter la distanciation sociale dans un bus scolaire, c'est difficile. Il s'agit également de faire respecter les gestes de distanciation sociale pendant la pause déjeuner. Et en fait, tout ça, ça demande qu'on s'organise. Donc, on espère tous qu'on va avoir des recommandations très rapidement, mais pour l'instant, nous n'avons rien. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de travailler à la préparation des écoles pour l'accueil des gamins dès le 11 mai. Alors, qui décide si réouverture ou pas réouverture des écoles? C'est le maire, c'est l'académie, c'est qui? Alors, normalement, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui décide de cela, mais en lien avec le maire, puisque le maire, les communes en tout cas, sont propriétaires des écoles. Là, je parle juste des écoles, hein. Je parle pas des collèges et des lycées, oui. C'est un peu différent. Mais dans les écoles, c'est le maire qui, notamment à travers son pouvoir de police, doit faire en sorte de faire respecter la sécurité sanitaire de sa population. Donc, il pourrait tout à fait s'opposer à un retour en classe s'il considère que les conditions ne sont pas réunies. Mais moi, je veux bien croire en tout cas à la capacité de l'État en lien étroit avec les élus locaux et les maires dans la capacité de mise en œuvre des mesures barrières idoines pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Donc c'est important ce que vous dites, puisque en effet, on a eu quand même beaucoup de questionnements autour de cette reprise. Donc vous le dites aujourd'hui assez clairement, si les choses ne sont pas mises en place correctement, si vous n'avez pas en tout cas le sentiment que les choses seront bien contrôlées, vous ne réouvrirez pas les écoles. Hein. On est d'accord là-dessus? On est d'accord, et puis alors surtout, je veux que véritablement l'État mette en pratique ce qu'il nous dit depuis déjà quelques mois, c'est qu'il puisse adapter la situation au contexte local et qu'il puisse faire en sorte que ce soit véritablement à l'échelon communal que les choses se décident, en lien étroit avec le maire, parce qu'il n'y a que le maire et les élus locaux qui sont capables d'organiser au mieux, en lien avec les directeurs d'école, un accueil de qualité. Ça ne peut pas être descendant, pyramidal comme ça l'est souvent. Il faut véritablement que ça vienne de la base. Depuis le début de ce mandat du président Macron, très souvent, nous, on a un petit peu déploré le fait qu'il y ait un manque de contact avec les élus locaux. Peut-être que c'est le moment pour lui de nous montrer qu'il est véritablement en capacité de travailler avec les élus locaux, parce que nous serons force de proposition, comme nous le sommes d'ailleurs depuis le début de cette crise sanitaire. Oui, parce que vous êtes en première ligne. Hein. Vous êtes première ligne, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que, étant marié avec une femme soignante, non, je considère qu'on est en deuxième ligne. Oui, non, mais quand je parlais de première ligne, je parlais à l'échelle politique. Hein. Bien sûr. Notre maire, c'est notre maire, hein, tout simplement. Et c'est important ce que vous dites, parce qu'en effet, on a ce sentiment qu'il y a peu de communication entre la commune et les ministères. On a l'impression quand même que même vous êtes laissé un petit peu... Vous ne comprenez pas toujours tout. Et qu'est-ce qu'il se dit quand vous êtes avec le préfet, par exemple, tous les mardis après-midi? Est-ce que vous lui dites à monsieur le préfet, on est quand même dans le bazar, on n'a pas connaissance de tout, on est à 2-3 semaines d'une possibilité de déconfinement et on ne sait toujours pas comment cela va fonctionner? On ne dit que ça. Et en fait, on se rend compte, et c'est parfois un peu triste, que lui-même n'est pas forcément informé de tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de préfets, beaucoup de collectivités territoriales importantes, comme les régions, les départements, et puis les élus locaux, qui apprennent finalement les grandes préconisations, les grandes orientations à travers les interventions télévisées, soit du chef de l'État, soit du Premier ministre. D'ailleurs, même les députés, parfois, n'ont pas ces informations-là. Il y a effectivement un problème de communication descendante. Et puis, il y a un problème de mise en cohérence des différentes mesures qui sont proposées par le gouvernement. Et cette cohérence, très souvent, il devrait venir s'inspirer du bon sens des élus locaux avant de communiquer et avant de présenter des mesures. Mais avec le préfet, depuis le début, effectivement, on ne parle quasiment que de ça. Alors, dans un premier temps, ça a été le sujet des équipements de protection et des masques. C'est-à-dire lorsqu'on a été dans les premières périodes de sidération, là, des 15 premiers jours après le
le 16 mars, eh bien, on a bien vu que nos professionnels de santé, que ce soit les professionnels de santé de l'hôpital, ceux dans les EHPAD, les EHPAD, pardon, les médico-sociaux ou les professionnels de ville, eh bien, partaient à la guerre sans armes. Et donc, on a fait en sorte de faire remonter à la fois auprès du préfet, auprès de l'Agence régionale de santé, qu'on ne pouvait pas mener un combat digne et fort sans équipement de protection. On a essayé de s'organiser également en faisant en sorte de trouver des moyens pour aller acheter nous-mêmes des masques. Mais ça a été la première préoccupation. Et puis après, la deuxième préoccupation, le deuxième temps, ça a été eh bien les conséquences de cette crise sur notamment les différents acteurs économiques de notre territoire. Je pense en particulier aux entreprises qui, en masse, ont dû mettre leurs salariés en chômage partiel. Je pense aux commerces qui, pour beaucoup, ont dû fermer et qui, d'ailleurs, pour certains, ont senti une forme de concurrence déloyale parce que certains commerces sont restés ouverts et d'autres ont dû rester fermés. On a pensé évidemment eh bien, à tous les utilisateurs de nos équipements publics, comme les bibliothèques, les piscines, les crèches, les écoles de musique, qui n'avaient aucune information sur quand est-ce qu'on reviendrait à un retour à la normalité, comment est-ce que ça s'organiserait, sous quelle cadence, sous quelle fréquence. Et puis, on a pensé également beaucoup à nos acteurs du tourisme. Aujourd'hui, vous le savez, notre territoire est un territoire à haute valeur ajoutée touristique et les différents professionnels du tourisme vont beaucoup souffrir. Notre petite station, beaucoup d'hébergeurs, de petits hébergeurs individuels ou professionnels, les hôtels, les restaurants. Enfin voilà, beaucoup de questions qui se posent encore, auxquelles nous n'avons finalement que très peu de réponses. Les réponses, en tout cas, sont en suspens à la fois de capacité de proposition de dispositifs au niveau régional de l'État, mais aussi au niveau européen. Complexité de la stratification administrative française n'aide pas. Oui. Vous avez la possibilité, je ne sais pas comment, de rentrer en contact avec les directeurs d'école, les directeurs de bibliothèques, de tous ces professionnels également qui vivent du tourisme. Vous arrivez à... Alors, pour provoquer une réunion, c'est chose impossible, mais je ne sais pas comment, via des mails. Est-ce que vous arrivez à entendre? Est-ce qu'ils arrivent aussi à vous proposer certaines choses? Bien sûr. En fait, on ne fait quasiment que ça. Au niveau du tourisme, la relation avec les différents hébergeurs et professionnels touristiques passe par l'Office du tourisme intercommunal. L'Office de tourisme intercommunal est une agence de la communauté de communes. Donc, on a les services de l'Office du tourisme qui sont en contact régulier avec les hébergeurs, lesquels leur font remonter les différentes problématiques qu'ils ont. Les entreprises, elles, sont en contact avec notre agence de développement économique et puis avec les différentes associations représentatives sur notre territoire. Je pense à BP Team, je pense à RAI et puis je pense à l'AISG. On a des contacts avec les commerçants via les différentes unions commerciales. Vous voyez, on est en contact étroit avec notamment Marc Leguet, et Christophe Guerzinou pour l'union commerciale de Saint-Marcelin, avec l'union commerciale de Vinay également, avec Sylvie Bell, avec l'union commerciale des Trois Châteaux à Pont-Royal. Et d'ailleurs, on sait qu'ils sont en train de travailler à un retour à la normale en faisant en sorte de marketer un peu plus leurs différentes offres de services. Et puis, ils sont en train d'organiser des opérations qui seront à même de faire en sorte que les gens et les habitants retournent dès que possible vers ces commerces qui vont petit à petit réouvrir. Et puis pour les écoles, eh bien c'est nos maires. Nos maires, ils sont en contact régulier avec les directeurs d'école. D'ailleurs, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour être en contact avec eux. Le directeur d'école, c'est un interlocuteur quasi journalier du maire. Donc on a effectivement des remontées de terrain et c'est grâce à ces remontées de terrain qu'on essaye de faire prendre conscience à l'échelon supra-communal et supra-communautaire des difficultés auxquelles sont confrontés nos habitants et puis nos unités, nos associations et nos unités économiques. Tout à l'heure, nous étions avec une coiffeuse située à Saint-Marcelin, Sylvie Locatelli, qui a dû souscrire un crédit d'État pour pouvoir payer ses charges, pour pouvoir souffler un peu. Vous trouvez ça normal que l'on doive faire en cette période de confinement où il est appelé à tout le monde à de la solidarité? Est-ce que vous trouvez normal qu'à un moment donné, on doive souscrire des crédits d'État pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Il n'aurait pas été plus simple, mais là bien sûr vous n'êtes pas concerné, attention, mais il n'aurait pas été plus simple de tout simplement d'abandonner toutes ces charges?
Ouais, moi j'aurais été pour l'abandon complètement, l'effacement à la fois des dettes et des charges qui sont contractées pendant cette période d'urgence sanitaire, oui, tout à fait. Parce que, Et vous alors, voyez, je vais juste ajouter, hein, et puis après vous pourrez bien sûr développer. Donc cette coiffeuse, Sophie Locatelli, doit souscrire un crédit pour, alors je parle de Sophie Locatelli comme d'autres, hein, qui doit souscrire un crédit d'État pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et en plus, il va s'avérer que lors de la reprise, elle aura en charge à peu près par mois 1 500 € hors taxe de tout ce qui va être consommable, c'est-à-dire des serviettes jetables, des masques jetables, des blouses jetables, en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être quand même très très lourd tout ça. Ça risque aussi de se répercuter, hein, sur les citoyens lambda. en fait, c'est impossible à assumer. C'est impossible à assumer. Donc c'est pour ça que très régulièrement on fait remonter à l'État ce genre de difficultés. Et ça, en fait, depuis le début, elle se conjure. Dès la première semaine, je crois, l'État nous a dit c'est bon, nous sommes rentrés en contact avec la Banque de France et la Banque de France va faire pression à la fois auprès des banques et auprès des assurances pour que ce puisse être le plus facile possible pour les entreprises qui, là, ont besoin d'une ligne de trésorerie, là, ont besoin de reporter des mensualités de crédit, ou là, ont besoin de faire valoir, vous savez, les assurances pour perte d'exploitation. Et en fait, bien très vite, on s'est rendu compte que certaines banques jouaient le jeu, proposaient des lignes de trésorerie à des taux nuls. Certaines assurances jouaient également le jeu, mais d'autres ne jouaient pas le jeu. Et en fait, on se rend compte que malgré l'intervention importante de la Banque de France, qui est déconcentrée au niveau isérois, auprès de ces organismes bancaires, eh bien, il n'y a aucune capacité de coercition de la collectivité, donc de l'État, vis-à-vis des acteurs privés de l'économie. Et ça, c'est un problème, effectivement, parce que on devrait prendre des mesures de prérogatives de puissance publique pendant ces moments-là. Et ces mesures, elles devraient consister, effectivement, à soutenir au maximum l'économie par des abandons de charges, des annulations de charges. Oui, moi, j'espère annulation d'agio ils y reviendront. Et annulation d'ajout et toutes ces choses. Vous savez, j'avais reçu il y a de ça quelques semaines Madame la députée de notre circonscription, hein, Élodie Jacquier-Laforge. On évoquait également le rôle des banques en cette période, qu'elles n'oublient pas aussi ces banques quand elles ont été en difficulté. L'État était là pour les aider. Et il serait bien aujourd'hui aussi que, en ces heures pour nos professionnels, eh ben, que les banques rendent un peu l'appareil. Vous en pensez quoi, vous? Je partage, Frédéric, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, toujours un petit peu sur le même thème, il y a Philippe qui m'a posé une question qui peut être intéressante. Alors, je lis tel quel. Hein. Aujourd'hui, quand on constate la déconnexion d'une classe politique dirigeante du pays et la prédation de la corruption et des conflits d'intérêts qui enlisent le pays et le bien commun, que peut faire un élu local? Peut-il se positionner et affirmer un autre modèle local? Que risque-t-il s'il ne joue pas le jeu que les dominants imposent par le jeu des adhésions aux partis politiques? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous risquez, vous, président de l'intercommunalité, si finalement vous n'avez pas envie de suivre les directives? En fait, je risque tout simplement d'être condamné par le tribunal administratif pour non-respect des directives, décrets, règlements et lois qui ont été décidés par l'État. Lorsqu'on est maire, on est d'abord un agent de l'État pour partie de nos fonctions, et dans ce cadre-là, on se doit de faire respecter et de mettre en application les décisions de l'État. Par contre, au niveau politique, on peut tout à fait essayer de se battre pour que certaines valeurs puissent être reconnues et défendues, mais finalement, on a peu de pouvoir, hein, vous savez. Et puis, la meilleure façon que nous aurons collectivement de tirer des enseignements de cette crise, c'est tous les uns et les autres, en conscience, de modifier peut-être l'appréhension que nous avons de notre monde d'aujourd'hui, de nos modes de consommation, de nos modes de production, de tous ces sujets peut-être qui devraient en responsabilité nous amener à considérer peut-être un peu plus eh bien les productions locales, l'économie locale, tous ces sujets qu'on voit poindre aujourd'hui à droite à gauche avec des initiatives là de solidarité, là de retour à une consommation beaucoup plus locale et de valorisation des productions locales. Il faut que tout cela, ce ne soit pas simplement pendant la période de confinement. Il faut qu'on transforme l'essai, qu'on continue véritablement susciter ces modes de production et de consommation qui sont un petit peu différents. C'est peut-être ce qui va s'en sortir un peu gagnant, l'action locale.
j'ai envie de dire, hein. On voit aujourd'hui, hein, et puis moi le premier qui suis bien sûr tous les jours avec des producteurs locaux et avec d'autres personnes sur Facebook, on note quand même aujourd'hui un attachement vraiment à nos producteurs locaux. Et est-ce qu'il faudra quand même pas, puisque le sillon est un petit peu tracé, continuer toujours dans cette même direction et vous derrière hein, qui allez prendre les rênes un petit peu des décisions, trouver des nouvelles idées peut-être, de nouveaux marchés, je ne sais pas. Ouais, c'est un sujet qui est délicat. Vous savez, par exemple, avec la commune de Saint-Marcelin, on réfléchit déjà depuis un certain temps à différents modes d'action qui nous permettraient de revitaliser le centre-bourg, parce que on sait très bien qu'il y a certains commerces qui sont en difficulté, et puis des commerces qui souffrent de la concurrence des grandes surfaces. Et il ne s'agit pas simplement, je crois, pour la collectivité locale, que de proposer un aménagement du territoire qui permette de faciliter l'accès au commerce. Il s'agit véritablement que chacun d'entre nous puisse prendre conscience que dans chaque acte de consommation, c'est un acte citoyen. Et que si l'on veut que cette idée que nous avons tous de la France, d'un centre-bourg vivant, qui soit gai, dans lequel on trouve plaisir à se retrouver, où il y a du lien social, eh bien, c'est en évitant parfois l'anonymat froid de ces grandes zones d'activité et retourner plus vers le petit producteur local ou le petit commerçant local. Il faut pas attendre juste que l'élu local, le maire ou le président de l'intercommunalité agissent. Non, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience que chaque geste de consommation est un geste citoyen et politique, oui, finalement. Après, vous pouvez, vous, de votre côté, donner un peu plus de visibilité à des mouvements et à des choses qui vont se mettre en place. C'est ça, c'est d'abord l'aménagement du territoire, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse agencer urbanistiquement notre territoire de manière à ce que ça puisse être attractif, qu'on conserve ce cadre de vie que nous aimons tous. Et puis, c'est dans la valorisation, effectivement, des différentes initiatives locales. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire. Je sais que d'aucuns considèrent qu'on ne le fait pas suffisamment, mais il y a la Chambre d'agriculture qui relaie notamment beaucoup les initiatives locales des différents producteurs locaux. Nous essayons également de le promouvoir à travers notre site internet. Il y a des associations qui le font. Je pense notamment à l'association AS, qui l'a fait de manière très agile ces derniers temps. Et puis, voilà, en gros, oui. C'est ça. Après, vous savez, concernant les producteurs locaux et le consommateur, il y a eu toujours, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a eu toujours cette idée, cette vague idée, que le local reste cher. Vous en pensez quoi là-dessus, vous ? Alors, c'est véritablement, c'est l'état d'esprit dans lequel on décide de consommer. Soit on décide de consommer un produit de qualité qui sera sans doute un petit peu plus cher qu'un produit qui nous arrive directement de Chine ou d'ailleurs. Vous pensez que c'est un choix de vie ? C'est pas un choix aussi que quand on est un couple au SMIC avec 2 ou 3 enfants, les fins de mois sont difficiles ? Moi, je pense que c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, on est tenté par une hyperconsommation. On est tenté pour pouvoir finalement avoir l'impression d'une certaine forme de reconnaissance sociale, de consommer à outrance, parfois même des produits dont nous n'avons pas besoin. Je pense que c'est véritablement un choix personnel. C'est sûr que pour les familles les plus fragiles d'entre nous, c'est sans doute plus compliqué. Et sans doute pour celles-là, il faudrait que l'on propose des dispositifs de soutien à des consommations qui soient des consommations un peu plus de qualité. Mais à mon avis, c'est véritablement un choix de vie. Après, vous avez la maison pendant que vous parliez de ça, je pensais à la maison des familles à l'Interco à Saint-Marcelin, qui proposait, quand ça va revenir tout ça, qui proposait également des ateliers qui étaient très intéressants. Et là, je m'adresse aux personnes qui ont des salaires un peu plus bas, ou les personnes qui sont au RSA, qui proposaient des recettes et des après-midi avec des recettes pas chères et saines. Il faut quand même le souligner. On peut manger peu cher, mais quand même manger sainement. Oui, voilà. C'est ce que je pense aussi. Alors, je vais concernant les marchés, le retour des marchés sur notre territoire, c'est prévu, pas prévu? Vous en parlez également avec le préfet? Alors écoutez, non, ça j'en parle pas vraiment avec le préfet, puisque c'est à l'initiative de chaque maire que de demander une dérogation pour la réouverture de son marché directement au préfet. Donc là,
moi, je laisse l'initiative au maire. Et vous? C'est pas le rôle du président d'Interco. Non, mais vous, dans votre commune, je ne sais pas si il y a... Non, à Saint-André-en-Royan, nous n'avons pas de marché. D'accord, il n'y a pas de marché. Nous allons souvent au petit marché de Pont-en-Royan qui, pour le coup, lui, est ouvert le mercredi matin. D'accord, donc là-dessus, vous vous prononcez pas, vous n'avez pas à vous prononcer, vous, pour les autres maires. Vous n'avez pas de... C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est plutôt de faire en sorte que l'on puisse trouver des débouchés à toutes les demandes de producteurs locaux. En relayant au maximum les initiatives. C'est ça notre objectif. Alors, un mot sur... là, j'ai eu quand même beaucoup de réflexions concernant, bien sûr, la reprise du 11 mai. Les gens sont inquiets également. Là, je cite Valérie. On parle quand même, et on en entend parler, c'est pas de la fabulation, on parle d'une deuxième vague. Est-ce que vous en parlez également avec le préfet, d'une éventuelle deuxième vague? Alors ça, j'en parle pas du tout avec le préfet, j'en parle surtout avec les professionnels de santé du sud Grésivaudan. Donc vous avez eu vent de ça? Alors, pas du tout. Non. J'ai eu vent de rien du tout. Toutes les semaines, le mercredi à 14h, nous avons une réunion avec les professionnels de santé représentatifs du territoire, et notamment des 3 centres Covid qui ont été mis en place sur le territoire, à Saint-Marcelin, à Vinay et à Pont-en-Royan. Et on écoute avec attention, quand on est élu local, eh bien, ce que pensent les différents professionnels de santé et comment est-ce qu'ils appréhendent le sujet. Aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de lire dans la boule de cristal. Simplement, ce dont on est certain, c'est qu'il faut continuer de respecter stricto sensu, avec beaucoup de rigueur, les règles du confinement, car elles sont aujourd'hui les seules à même d'endiguer l'épidémie. Et puis l'autre sujet dont on parle beaucoup, c'est celui des gestes barrières et du port du masque. Donc l'État s'obstine parce qu'il gère la pénurie à considérer qu'il n'est pas forcément utile, opportun de porter un masque lorsqu'on est en société. Et moi, ce qui me revient de la plupart des professionnels de santé, c'est que comme c'est un virus qui se propage par l'air, eh bien le port d'un masque est plus qu'obligatoire. D'accord. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au niveau de l'intercommunalité, nous avons décidé de faire l'acquisition de 50 000 masques pour pouvoir doter chaque habitant du sud Grésivaudan d'un masque. Ce sont des masques en tissu qui sont réutilisables, lavables et qui ont un système de filtration qui protège à la fois à l'expiration mais également à l'inspiration. C'est important de le dire. Donc c'est des masques qui protègent. Et lorsque les gens sortiront, il faudra qu'ils portent ces masques. Et nous avons, en su de cette commande qui a été faite par l'intercommunalité, porté un groupement de commandes d'achat de masques qui sont fabriqués par une entreprise locale que tout le monde connaît, qui s'appelle Seripress, qui sont en train de produire des masques de très grande qualité, réutilisables 50 fois, c'est-à-dire qu'ils supportent 50 lavages, avec un niveau de filtration également excellent. Et beaucoup de communes en ont acheté pour doter leurs habitants d'un second masque. C'est par exemple ce que j'ai fait moi à Saint-André-en-Royan. Je sais que Vinay et Saint-Martin l'ont fait également. Donc très rapidement, là, on va pouvoir distribuer des masques à nos habitants pour qu'ils puissent porter ces masques lorsqu'ils sortiront, là amener leurs enfants à l'école quand elle sera ouverte, là aller faire leurs courses ou là se promener dans la rue. C'est ça aussi qui est un peu troublant quand on dit vous allez mettre un masque pour amener vos enfants à l'école. Moi, ce sont des phrases qui me choquent parce que je me dis, j'emmène mon enfant avec un masque, ça veut dire qu'il est quand même pas en toute sécurité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, mais aujourd'hui, qui est capable de dire comment est-ce que va évoluer cette épidémie, quel est l'impact véritable de cette épidémie? Même les professionnels de santé et les spécialistes ne sont pas capables de le dire. C'est bien là la réflexion, c'est-à-dire on ne sait pas et on va quand même réouvrir, quoi. C'est un petit peu la réflexion que de nombreuses personnes se posent. C'est-à-dire que l'on ne sait pas du tout, mais le 11 mai, les enfants pourront reprendre l'école. Je pense là-dessus qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous ne pensez pas? En fait, on est depuis le début dans des injonctions paradoxales et je pense que tout le monde l'a bien compris. C'est que d'un côté, on fait en sorte que tout le monde puisse se confiner au maximum pour éviter la propagation du virus, tout en essayant malgré tout de préserver la vie économique de notre pays, parce qu'on sait très bien que les impacts d'un désastre économique pourraient être également très importants. Et donc, de faire en sorte que les parents puissent retourner au travail pour redémarrer la machine économique tout en préservant la santé de la population, c'est l'équation un petit peu impossible à régler, auquel est confronté aujourd'hui l'État. Et par là même, nous, élus locaux.
nous, élus locaux. Qui assumera éventuellement une responsabilité si il y a réouverture le 11 mai, que des enfants ramènent le Covid-19 à la maison, que ça reparte? C'est qui va assumer la responsabilité de tout ça? Bien, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça sera l'État et évidemment, l'élu local, comme d'habitude. Oui, oui. C'est pour ça que je vous pose cette question. Ce sera quand même un moment où il va falloir encore discuter, je pense, là-dessus. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais que si nous considérions à l'avenir que les conditions n'étaient pas requises et réunies pour pouvoir accueillir les enfants dans de bonnes conditions, nous ne le ferons pas. Voilà, donc là-dessus, vous avez été clair, en effet. Bon, je pense que sur l'école, vous avez été très très clair là-dessus. On va passer aussi à un sujet dont on nous a beaucoup parlé, c'est la réouverture et puis on donnera également un mot sur les masques. Hein. Mais j'avais envie de vous parler de la déchetterie, des déchetteries de notre territoire, parce que beaucoup de personnes ont eu le temps de travailler les jardins, de tondre la pelouse et puis de faire du tri. Qu'en est-il ? Eh bien, donc à compter de ce jour, alors il y a les 4 premières semaines, nous avons eu quasi une injonction de l'État de fermer tous les services publics où il pouvait y avoir des rassemblements. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fermé tous les services intercommunaux qui étaient ouverts au public. Il y a environ 2 semaines, compte tenu de la demande de certaines entreprises de retravailler, nous avons réouvert tous les matins, notamment à Saint-Sauveur, la déchetterie aux professionnels. Et à partir d'aujourd'hui, donc à partir de cet après-midi, nos 3 déchetteries sont réouvertes au public. Alors sous des conditions très strictes. Hein. Il s'agit au préalable de se rendre en déchetterie, de prendre rendez-vous auprès du service de valorisation des déchets de la communauté de communes pour prendre un rendez-vous donc et pour pouvoir être attendu à la déchetterie. L'idée étant de gérer au maximum le flux des habitants qui voudront se rendre en déchetterie, parce que comme vous le dites, effectivement, il y en a beaucoup qui ont stocké là dans les garages, là dans les garages à la fois des cartons et puis pas mal de déchets verts. Pour un retour à la normale qui devrait s'échelonner également courant du mois de mai ou courant du mois de juin. Là, l'idée étant qu'on puisse petit à petit faire en sorte d'écouler les stocks, d'évacuer petit à petit les stocks. Mais moi, j'invite véritablement les gens à ne pas se précipiter. La déchetterie est ouverte à partir de cet après-midi, mais il n'est pas prévu qu'on la referme. Au contraire, il est prévu qu'on revienne à la normale dans les prochaines semaines. Donc, ce ne sera pas le 11 mai que ça va redevenir à la normale. Ah ben aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'informations. C'est pas moi qui déciderai de ça, c'est l'État. D'accord. En fait, pour tout ce qui est service public, où potentiellement il y a des réunions de personnes, de plus de 10 personnes, c'est l'État qui, dans son plan de déconfinement, doit faire des propositions et doit prendre des décisions. Alors l'urgence des écoles, en fait, ça a été surtout pour que les parents reprennent le boulot. Ben, bien sûr, c'est ça, parce qu'on n'a pas non plus d'informations, par exemple, sur les crèches. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale est intervenu pour expliquer un petit peu la façon dont il imaginait le déconfinement à l'école, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations sur les crèches. Vous savez que nos crèches, aujourd'hui, sont ouvertes principalement aux enfants de personnel de soignants, mais également des enfants, des professionnels qui sont très utiles à la vie de la nation. Oui, les gendarmes. Et les gendarmes, les pompiers, les intervenants sociaux, les aides à domicile de l'ADMR. Voilà, on a toute une série de gens qui font garder les enfants dans notre crèche, mais on n'a pas d'informations sur l'élargissement de ce public à partir du 11 mai. On n'a pas d'informations sur la réouverture progressive des médiathèques, sur la réouverture de la piscine, sur la réouverture des déchetteries. Est-ce que l'État n'a pas finalement un peu parié sur le fait que finalement ce sera simple à gérer le 11 mai, puisque de toute façon de nombreux parents ne mettront pas les enfants à l'école, puisqu'on n'est même pas obligé de les mettre à l'école finalement. Est-ce que le gouvernement finalement il n'a pas fait le pari de ça, de se dire ce sera simple à gérer, puisque de toute façon il y aura peut-être des classes diminuées de moitié quoi. En fait, tout cela, on ne le sait pas. Oui, c'est-à-dire que tout cela, c'est des supputations. Mais même ce que vous dites, Frédéric, c'est des supputations. Est-ce que ça sera obligatoire, pas obligatoire quels seront les enfants qui seront les premiers concernés? Aujourd'hui, on a quelques informations, des bribes d'informations, mais comme tout le monde, comme n'importe quel citoyen, nous sommes aujourd'hui suspendus aux lèvres du Premier ministre pour savoir comment est-ce que ça va se passer. Oui, parce que c'est vrai qu'en même temps, comme vous me dites, on n'est pas au courant de la déchetterie, il y a des mises en œuvre qui sont faites peut-être sur des semaines à venir, et en même temps, les écoles vont réouvrir avec des
des enfants qui vont forcément se toucher, s'amuser, jouer à des jeux, c'est pas évident de gérer. Alors peut-être que le premier, deuxième jour, il va y avoir une sorte de jeu entre les enfants à se laver les mains, mais au bout de 3-4 jours, ce sera terminé. Donc il va y avoir quand même une sacrée charge de travail également pour les instituteurs dans les écoles, hein, pour surveiller tout cela. On évoquait avec vous la déchetterie. J'ai aussi quelques questions concernant le système des poubelles. Vous avez dû en entendre parler durant ces municipales 2020 de système de poubelles. Alors, est-ce que vous êtes sur un projet de rajouter des molocs? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée, hein. Rajouter des molocs, revenir éventuellement à une autre méthode de ramassage des poubelles, peut-être au pas de porte. Dites-moi. Alors, écoutez, on en a parlé pendant les municipales 2020, mais en fait, on en parle quasiment toutes les semaines depuis que le système des points d'apport volontaire a été mis en place il y a un peu plus de 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, envisager un retour au porte-à-porte, à mon avis, hein, c'est quasiment impossible compte tenu de l'état du budget des ordures ménagères sur notre territoire. Des millions d'euros ont été investis pour mettre en place ces points d'apport volontaires. Aujourd'hui, enlever ces points d'apport volontaires pour remettre un mode de collecte en porte-à-porte, ça aurait un tel coût qu'il serait insupportable pour les habitants de notre territoire. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on achète de nouveaux camions, beaucoup plus de camions pour passer devant chaque habitation. Il faudrait également qu'on recrute des agents, du personnel pour pouvoir conduire ces camions et puis des reapers pour pouvoir ramasser les bacs d'ordures ménagères. Donc aujourd'hui, même si on peut tous avoir un avis positif, négatif sur ce mode de collecte qui a été mis en place il y a quelques années en arrière, je ne pense pas qu'on puisse reparler d'un mode de collecte en porte-à-porte. Ça sera pas, le sujet des déchets, c'est un sujet qui est très important parce que c'est exactement comme pour les modes de consommation dont je vais parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut attendre passivement que la collectivité agisse et puis on peut être actif. Aujourd'hui, les données sont simples. Depuis environ 4 ans, les tonnages d'ordures ménagères collectées sur le territoire du Sud-Grésivaudan, lorsque je parle des ordures ménagères, c'est tout ce qui n'est pas tri, tout ce qui va à la poubelle, hein, sont passés de 3500 tonnes à un peu plus de 7000 tonnes en 4 ans. D'accord. En 4 ans, vous avez bien compris, on est passé de 3500 tonnes collectées sur le territoire à un peu plus de 7000 tonnes. Donc c'est la moitié. Moitié plus. En fait, c'est plus du double. Oui, C'est-à-dire qu'on a été capable sur notre territoire, alors que c'est pas propre au territoire du Sud-Grésivaudan, hein, beaucoup d'autres territoires français constatent la même chose. C'est que alors que on pense, en tout cas, avoir une action de sensibilisation à la fois des enfants depuis l'école, mais également aux parents via une communication appropriée sur les enjeux de la gestion des déchets et la diminution obligatoire de la production de déchets qu'aujourd'hui encore nous enfouissons ou nous brûlons dans des incinérateurs, eh bien on assiste à des doublements de volume produits par les habitants. Donc il a fallu gérer le coût que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous incinérez ou vous enfouissez une tonne de déchets, ça coûte environ 150 € la tonne. Lorsque vous avez 3500 à 4000 tonnes de plus, je vous laisse faire le calcul. Donc en fait, on a un budget qui est tellement contraint qu'on ne peut pas de toute façon imaginer un retour en porte-à-porte, soit pas augmenter de manière très importante les impôts sur les déchets ménagers. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on pouvait également s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration de la qualité du tri. Ce tri, parfois, il nous rapporte un peu d'argent parce qu'on vend certains matériaux. Quoique aujourd'hui, les cours mondiaux sont quasiment à néant, ça ne rapporte beaucoup moins que ça rapportait il y a quelques temps en arrière, mais ça va sans doute revenir. Et bien même la qualité du tri, elle ne s'est pas améliorée sur le territoire du Sud-Grésivaudan. On est toujours à une qualité du tri qui est très moyenne. Et donc, ça veut dire qu'on a tous un geste de dépôt des déchets qu'il faut améliorer si on a envie que la collectivité puisse dégager des marges de manœuvre et éventuellement améliorer la qualité du service. Il y a un autre sujet, c'est que depuis les différentes mesures gouvernementales en faveur d'une gestion un peu plus écologique et environnementale de la gestion des déchets, a été mis en place ce qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes, qui pèse directement sur la gestion des déchets, leur incinération, leur enfouissement ou leur tri.
cette taxe générale, elle augmente de quasiment 20% chaque année pour contraindre les collectivités et donc les habitants à rester un peu plus mesurés dans leur production de déchets. Donc en fait, on est confronté à un double effet ciseau, celui du fait qu'on a une production qui est de plus en plus importante sur notre territoire, et ça c'est très grave, et puis celui du fait qu'on est en train d'assumer également une taxe générale sur les activités polluantes qui est de plus en plus importante. Donc en cela, je pense qu'on n'arrivera pas à révolutionner le mode de collecte sur le territoire du Sud-Grésivaudan. Pour autant, aujourd'hui, il y a effectivement un déficit en nombre de points d'apport volontaires sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle, depuis déjà au moins 3 ans, nous prévoyons au budget de l'intercommunalité des investissements qui visent à rajouter des points d'apport volontaires sur le territoire. Et là, le sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est d'équiper ces molocs, s'il est possible de le faire techniquement, de pédales pour ouvrir les molocs plutôt que d'en passer toujours par un système manuel qui, on le voit bien aujourd'hui, peut poser quelques problèmes sanitaires. Et sur ces problèmes sanitaires, depuis le début de la crise, en lien avec les communes, nous avons demandé à nos agents de terrain de désinfecter régulièrement les points d'apport volontaires. C'est très dur, hein. C'est très dur à pouvoir être géré, hein, ça, hein, parce que vous passez et puis 10 minutes plus tard ou 1 heure plus tard, ça a été déjà retouché, voire même ressali, hein. C'est pour ça que les gestes barrières et les gestes notamment qui sont liés à la propreté, ils doivent être également pratiqués au moment du dépôt de la poubelle dans le point d'apport volontaire. Il faut se laver les mains avant, il faut se laver les mains après avoir déposé son sac. Et si possible, avoir des gants, c'est encore mieux, hein. Des gants jetables, voilà. Bien sûr. Après, faut-il en avoir? C'est aussi un autre problème. Alors, tenez, tiens, j'ai une autre question de Martial. Des élus offrent leur indemnité d'élu au profit des personnels de santé. Avez-vous eu cette action, vous, monsieur de Azevedo? Alors non, moi j'ai pas offert mes indemnités aux professionnels de santé, on en a même jamais parlé. Je trouve que la question est un peu démagogique parce que une indemnité de fonction pour un élu qui s'investit, hein, c'est comme un salaire. Et donc aujourd'hui, pourquoi Allô, oui? Ah, on a eu une coupure de téléphone avec monsieur de Azevedo. Alors on va essayer de le rappeler directement en direct. On va voir si c'est possible, je l'espère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Ah, on a eu une petite coupure. Ouais, je suis désolé, c'est pas moi. Hein. Ah bah c'est pas moi non plus, hein. Vous avez pas. non, bah, ce sont des choses qui arrivent. Oui, donc vous disiez, vous, votre indemnité, vous y tenez. Hein. C'est tout simplement, c'est votre boulot. Oui, et puis c'est le boulot de tous les gens qui s'investissent, qui sont corvéables à souhait. On peut pas dire d'un côté, nos élus locaux, on y tienne, c'est les seuls qui sont véritablement raccrochés au territoire et aux préoccupations des uns et des autres. Et puis de manière démagogique, considérer que toutes ces indemnités, il faudrait qu'on puisse les oublier quand on s'investit. C'est démagogique, je trouve, comme question, très personnellement. D'accord, oui. Non, après, moi, je vous dis... Les indemnités, c'est pas un vol. Les indemnités, c'est simplement une reconnaissance du travail qui est pratiqué par les élus au quotidien. Mais ce qui est très bien, c'est que vous pouvez répondre à Martial, qui doit nous écouter concernant votre réponse, qui est louable à souhait, bien sûr, il n'y a aucun problème. Quel outil en dehors des masques que les gens ont fait eux-mêmes mettez-vous à la disposition des citoyens? Donc vous allez en commander. Y a-t-il d'autres choses que vous allez mettre en place? Des produits désinfectants? Je ne sais pas. Alors, il y a un groupement de commandes également là des différentes communes du Sud-Grésivaudan pour l'acquisition de gel hydroalcoolique auprès d'une entreprise que vous connaissez tous qui s'appelle Antésite. Donc, on va passer une commande, mais ensuite, ce sera à la discrétion de chaque commune de savoir ce qu'elle en fait. Au niveau de l'intercommunalité, on s'est contenté, et c'est déjà pas mal, je trouve, que de commander des masques parce qu'on sait que c'est un élément très important de la protection des populations. Il n'y a pour l'instant rien d'autre de prévu. Vous avez, vous, imaginé une stratégie personnelle de déconfinement? Là aussi, c'est une question qui m'a été posée. Quelles sont pour vous les stratégies importantes concernant le déconfinement à titre de maire d'une commune et de président de l'intercommunalité? Alors, écoutez, moi, c'est simplement le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale couplées au port du masque.
Si déjà on arrive à mettre en place là dans tous nos équipements de service public, ce sera déjà pas mal. Donc la distanciation sociale, ça veut dire que on ne peut pas accepter tous les habitants en même temps dans nos équipements et limiter à 10 pour l'instant le nombre d'habitants dans nos services. Faire en sorte de mettre à disposition du gel hydroalcoolique, du savon pour que tout le monde puisse respecter les gestes de propreté et puis demander à tout le monde de porter un masque lorsqu'il se rend dans un équipement. Alors, une autre question également, hein, vous n'avez... non, attendez, depuis le début du confinement, il y a une absence totale de communication avec les usagers. Voilà, il y a des personnes comme ça, et je l'ai lu sur d'autres posts, hein, où des personnes ont peut-être attendu un peu plus de vous en termes de communication, en termes de prise de parole, en termes de plus de visibilité de votre part. Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'en effet, mais ceci étant, peut-être aussi vous avez d'autres occupations à côté, hein, avec le préfet, avec les institutions, hein, mais si vous pouvez répondre. Non, mais peut-être qu'effectivement il y a un manque de communication. Alors on essaye via nos 2 journaux, notamment le Mémo et puis le Dauphiné Libéré, de faire passer un maximum d'informations. Par exemple, au départ, on a beaucoup informé sur les 3 centres Covid et la coordination de l'offre de soins. Et puis, on édite au niveau de l'intercommunalité une lettre Covid-19 toutes les semaines qu'on transmet notamment à toutes les communes et qui sont mis en ligne sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Donc, effectivement, je pourrais peut-être prendre un peu plus la parole. Il y a toujours un déficit de toute façon de communication de la part des élus locaux. Peut-être des prises, vous savez, des vidéos où vous prenez vraiment la parole face aux citoyens du Sud Grésivaudan. Mais ça, c'est juste une idée. Voilà. Après, bien évidemment, il y a toujours à dire en termes de com. C'est pas évident d'être à 100% être efficace. C'est pour ça que votre intermédiaire est important, Frédéric. Oui, et puis moi je vous invite de toute façon à venir ici quand vous le souhaitez. On peut même envisager un rendez-vous une fois par semaine, une fois que vous avez des informations, une fois toutes les 2 semaines. En tout cas, n'hésitez en aucun cas à revenir nous voir. Un mot sur les masques et puis on en terminera là-dessus. Vous avez donc fait des commandes pour vos habitants, ainsi qu'également Saint-Marcelin et Chatte, je crois, avec Série Presse. Vous n'aviez pas fait une commande commune de 50 000 masques? Alors, en fait, c'est pas... Alors, en fait, il y a tellement de gens qui achètent des masques que du coup, on n'y voit pas très clair. Donc, c'est pas... Je vais vous expliquer. Tout d'abord, la communauté de communes, il y a environ 3 semaines en arrière, a commandé auprès d'une entreprise de la Loire 50 000 masques de tissu lavables pour les habitants du Sud Grésivaudan. Donc, il y a un masque acheté par la communauté de communes destiné à chaque habitant du territoire. Ensuite, au niveau de l'intercommunalité, on a fait une commande auprès de Série Presse en lieu et place des communes parce que c'est plus facile de grouper la commande au niveau de l'intercommunalité plutôt que ce soit chaque commune qui achète. Et il y a certaines communes qui ont effectivement acheté un masque supplémentaire pour leurs habitants. Le masque de Série Presse est un masque de qualité puisque celui-là, il est lavable 50 fois. Et ensuite, il y a la région également, Laurent Wauquiez, je crois, a communiqué là-dessus il y a environ 2 semaines, qui a également acheté un masque par habitant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui seront également distribués aux habitants. Donc nous, aujourd'hui, sans doute au niveau de l'intercommunalité, nous allons réceptionner la totalité de ces masques. Nous allons ensuite les distribuer aux communes, et ce sera chaque commune qui distribuera le masque à l'habitant. Voilà, et je crois même qu'il y a des ateliers, des volontaires qui vont découper ces masques. Alors pour les masques de la communauté de communes, oui, parce que comme c'est des masques qui ont été achetés il y a déjà très longtemps, ces masques, c'est des masques qu'on achète en rouleau et en fait ils sont découpables avec des, vous savez, les petits, les petits pointillés là, vous savez, les petits pointillés. Par contre, les masques de la région et les masques de Série Presse, ça c'est des masques qui vont être livrés tels quels. Il n'y a pas besoin de les prédécouper. Donc nous, en gros, la logistique, on s'en occupe avec les communes. Il y a certaines communes qui ont fait appel à des bénévoles pour pouvoir les aider à découper, notamment les grosses communes, parce que quand on est une petite commune de 100, 200, 300 habitants comme la mienne, on peut gérer ça au niveau du conseil municipal. Mais sinon, il y a des bénévoles et puis ensuite on les distribuera aux habitants. Mais en fait, il faut que les auditeurs puissent regarder régulièrement les réseaux sociaux. On donnera les informations pratiques très régulièrement sur ce sujet-là. On devrait avoir les premières arrivées de masques, on va dire, dès le début de la semaine prochaine. D'accord, ça veut dire que le 11 mai, tout le monde sera équipé.
Non, je peux pas dire ça. Ah, vous pouvez Je peux pas pas dire dire ça. ça. Non, je peux pas dire ça parce que aujourd'hui, on a des livraisons par environ 5, 6 000, 10 000 au maximum. D'accord. Donc ça va s'échelonner. Il va s'agir très rapidement de savoir quelles vont être les personnes privilégiées dans la distribution des masques. C'est pareil, ce sera aux maires de décider si elles préfèrent, dans un premier temps, doter les personnes les plus vulnérables, ou alors les personnes qui travaillent, ou alors les enfants, parce que on aura décidé que les enfants devront porter des masques à l'école. Voilà, tous des sujets en fait qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement parce que on n'a pas encore l'information précise de la façon dont va s'opérer ce déconfinement. En tout cas, concernant les écoles, il y aura du gel hydroalcoolique, ils seront équipés comme il faut, bien sûr, pour se désinfecter. Hein. Bien sûr. D'accord. Ben écoutez, on a passé un bon moment, hein, Frédéric de Azevedo, hein, sur notre antenne. 50 minutes. C'est pas mal. Ouais. C'est C'était pas mal. passionnant. C'était passionnant, en effet. Une belle discussion. Je vous invite à revenir quand vous le souhaitez, hein, mais vraiment, hein, n'hésitez en aucun cas. Les auditeurs, les citoyens du Sud Grésivaudan en ont besoin. Ils ont vraiment besoin de vous entendre. Hein. C'est très, très, très important. On entend bien sûr le ministre, les ministres, le président de la République, mais je crois que la parole de nos élus locaux est très, très, très importante en ce moment. Merci beaucoup, Frédéric, et merci pour ce que vous faites. Hein. Merci de valoriser comme cela ce territoire que nous aimons tous et notamment les initiatives locales. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et donc ça va raccrocher automatiquement. Hein. C'est pas de l'impolitesse, c'est que c'est techniquement comme ça. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.